Bonjour à tous, je suis Julia et vous êtes sur Delta FM pour une chronique d'assez flippant. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie d'Elisa et de moi-même. Bonjour, nous sommes le chemin podcast de l'ACF Assez Flippant, qui se concentre sur les raisons derrière la peur et pourquoi les films d'horreur fonctionnent aussi bien. Toutes les chroniques seront disponibles avec transcription sur le site de l'ACF. Dans la première chronique, nous avons expliqué d'où vient la peur. On a vu qu'elle se transmettait dans un groupe ou par génération et que certaines peurs proviennent de la préhistoire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à nos réactions face aux films d'horreur. Nous sommes en compagnie de Cléo Bangora, qui est neuropsychologue. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous ? Par exemple, qu'est-ce que le métier de neuropsychologue ? Alors en fait, précisément, c'est psychologue spécialisé en neuropsychologie. On dit neuropsychologue parce que c'est plus pratique. Être neuropsychologue, c'est être spécialisé dans l'étude du lien entre le cerveau et le comportement. J'évalue les fonctions cognitives, c'est-à-dire les fonctions gérées par notre cerveau, comme la mémoire, l'attention, la reconnaissance des émotions, entre autres. Grâce à des tests, puis j'accompagne les personnes dans la compréhension et la rééducation des fonctions concernées. Donc, je travaille avec les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées. Par exemple, auprès de personnes qui souffrent de troubles 10, de troubles de l'attention, donc le fameux TDAH, de troubles psychiatriques comme les troubles anxieux, les troubles bipolaires, de traumas crâniens ou de pathologies neurodégénératives, entre autres. Plein de gens. Merci beaucoup. Alors du coup, on va attaquer le sujet, je pense. On se demandait comment le cerveau réagit face à la peur, face à un élément qui va nous faire peur. En fait, la peur, elle va agir sur une toute petite partie du cerveau en premier lieu, qui est vraiment tout au centre de notre cerveau, dans la partie vraiment tout en dessous. Ça s'appelle l'amygdale. Alors, c'est pas l'amygdale de la gorge, mais ça s'écrit pareil et ça s'appelle pareil. Elle envoie des signaux très rapidement aux autres parties du cerveau pour que tout le corps puisse réagir. Les 3 réactions les plus classiques face à la peur, ça va être soit la fuite, soit la lutte, soit la sidération, en fonction de l'évaluation que notre cerveau va faire de la situation. Et une réaction en chaîne se produit, le corps sécrète des hormones comme l'adrénaline et le cortisol pour activer en fait les systèmes et pouvoir réagir efficacement. Le rythme cardiaque augmente, la fréquence respiratoire augmente, donc on respire plus vite, plus fort. Les glandes sudoripares sécrètent de la sueur, etc. Et le cortex préfrontal, donc c'est la partie vraiment à l'avant de notre cerveau, derrière le front, ça peut être sollicité si la menace n'est pas directe, c'est-à-dire si le danger n'est pas immédiat et grave pour nous. Dans ces cas-là, la zone va nous permettre de prendre des décisions qui sont rationnelles et réfléchies et qui sont pertinentes. Par contre, si le danger est direct et très fort, parfois cette activité-là est réduite et ça explique pourquoi on ne prend pas forcément de décisions rationnelles quand on a très très peur. Donc pour résumer, si vous vivez une situation très dangereuse pour vous, vous n'allez pas forcément réagir de manière réfléchie et intelligente. Mais c'est normal, c'est votre cerveau qui réagit un peu comme il peut. Et donc, puisque on a peur devant un film d'horreur, qu'est-ce qui fait qu'on reste ? Il y a plusieurs facteurs en fait, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est vraiment dépendant de chaque personne, donc je donne plusieurs raisons, mais peut-être qu'il y en a qui vont vous parler et peut-être qu'il y en a qui ne vont pas du tout vous parler. Déjà, les films qui font peur se basent sur le suspense. Et typiquement, on a peur, mais on a vraiment, vraiment très envie de savoir ce qui va se passer derrière. On est dans l'attente, on a envie de savoir comment ça finit. Qui est-ce qui vit ? Qui est-ce qui meurt, en fait, basiquement. Ce qui va se passer. Le cerveau, il déteste les incertitudes. Donc des fois, on préfère savoir, même si c'est glauque, même si ça fait peur, plutôt que ne pas savoir. Au moins, on sait. C'est pire d'arrêter parfois au milieu parce qu'on se dit, mais finalement, ce personnage, il vit à la fin ou pas ? Il s'en sort ou pas ? Et ça, voilà, on continue à regarder au moins pour ça. On aime aussi le danger contrôlé et tester nos limites. C'est aussi pour ça qu'on va au parc d'attractions, par exemple, faire des grands 8 dans lesquels on est très haut et on va très vite. On aime le danger qu'on peut contrôler parce que ça nous crée une bonne grosse décharge d'adrénaline, éventuellement avec des endorphines associées, donc qui sont les hormones du bien-être. Notre corps, souvent, quand il a une décharge d'adrénaline derrière, il envoie des petites endorphines. Et dans un film d'horreur, le contrôle est bien présent. On sait, en fait, notre cerveau sait qu'à tout moment, on peut partir, on peut éteindre, on peut revenir à soi, on peut revenir à la réalité. Et donc, ça donne un sentiment de sécurité malgré le côté effrayant. On est vraiment en plein contrôle de ce qu'on est en train de faire. Et il y a aussi évidemment un côté social, parce que souvent les films d'horreur, on ne les regarde pas tout seul, on les regarde avec d'autres personnes. Donc on se laisse entraîner et puis c'est moins effrayant.
de regarder en groupe, ça crée plein d'interactions. On va crier ensemble, on va se cacher les yeux ensemble, on va s'enfuir ensemble pour essayer d'avoir moins peur. On va en discuter. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est vraiment une expérience de groupe. On vit rarement ça tout seul quand même, les films d'horreur. Voilà. Bah d'accord, merci. Maintenant, on va passer à un autre type d'horreur. Je suppose que vous connaissez la curiosité morbide. Et est-ce que vous pensez que ça joue un rôle dans l'attirance par rapport aux films d'horreur? Alors, c'est un avis, mais en tout cas, je pense que oui. Je pense que les personnes qui s'intéressent aux films d'horreur vont souvent être un peu fascinées par ce qui est étrange, ce qui est dérangeant, ce qui est choquant. Parce que c'est mystérieux, c'est inconnu, ça crée de la curiosité. Et les films d'horreur, les films justement morbides, vont permettre de répondre à cette curiosité dans un contexte qui est détaché, en fait. C'est-à-dire qu'on peut assouvir notre curiosité, mais ça ne nous concerne pas directement. C'est pas nous qui sommes dans la situation bizarre, quoi. Et puis c'est sécurisé parce que, encore une fois, on craint rien, on est derrière son écran. Et puis si c'est vraiment trop, on arrête, quoi. On arrête et on part. Et donc, pourquoi certaines personnes elles apprécient les films de type gore et torture? Pour moi, ce qui attire les personnes dans ces films, là aussi, je pense qu'il y a plusieurs choses, donc je pense que ça dépend de chaque personne. Mais c'est vraiment une recherche de sensations fortes. Là, c'est vraiment sensation extrême pour les films gore, torture, pour ressentir vraiment cette décharge d'adrénaline face à des scènes choquantes et très violentes. Donc, on essaye de repousser les limites de ce qui est acceptable socialement. Pour certaines personnes, c'est très, très satisfaisant de repousser les limites. Parce que ces films-là, ils vont vraiment défier toutes les conventions, ils vont transgresser les règles. Et parfois, c'est vraiment attirant, surtout pour les adolescents et les jeunes adultes. Parce que c'est une période de notre vie où on transgresse toutes les limites qui sont déjà préétablies, établies par les parents, établies par la société. Souvent, on flirte un petit peu avec les limites, c'est les périodes des premières consommations. Et tout ça, justement, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire que les films gore, eux aussi vont transgresser les limites. Et les regarder, ça aussi, c'est transgresser les limites. C'est transgresser ce qu'on faisait avant, quoi. Ces personnes-là peuvent aussi être fascinées par ce qui est sanglant, macabre, par la mort. La mort et la violence, c'est des sujets fascinants depuis très longtemps. Par exemple, les peintures rupestres, les peintures sur les murs, c'était quand même des scènes violentes, en fait. C'était la chasse. La chasse, c'est quand même une scène de mort, mine de rien. Et ça, c'est quelque chose qui nous fascine vraiment depuis longtemps, parce qu'on n'y connaît rien, en fait, à la mort. On sait juste ce que c'est quand quelqu'un est mort, on le voit, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe réellement, on ne sait pas pourquoi ça arrive à ce moment-là, etc. Donc ça fascine vraiment les êtres humains. Et là, justement, passer par un film gore, ça permet d'explorer le sujet de la mort, dans un contexte fictif et sans conséquences réelles. Un peu comme, enfin bon, ça a des conséquences, mais les petits-enfants qui vont arracher les pattes des araignées ou tuer des fourmis, par exemple, c'est un petit peu le même principe, alors à petite échelle, on est d'accord. Mais on est sur la même chose, on est sur une curiosité morbide sur le qu'est-ce que ça fait de souffrir, qu'est-ce que ça fait de mourir finalement. Et puis, il y a des personnes qui aiment aussi regarder ces films pour rire. Il y a des personnes que ça fait vraiment beaucoup rire, le côté grotesque, exagéré, les grands geysers de sang, etc. Il y a des personnes qui sont vraiment mortes de rire devant, parce que c'est de l'humour noir qui est vraiment poussé à l'extrême pour elles. Mais en tout cas, voilà, il y a des personnes qui vont vraiment regarder ça de très loin, en riant beaucoup, face à ces scènes-là. Donc voilà, après, ça dépend encore une fois de chaque personne. Ça, voilà. Ce qui les rend si attirants, c'est vraiment genre le fait que c'est vraiment juste savoir repousser les limites. C'est vraiment essentiellement ça. Donc. C'est essentiellement repousser les limites. Ça peut être très artistique aussi pour le côté... c'est quand même des scènes dans lesquelles tout est réfléchi. La moindre goutte de sang est pensée. Donc il y a des personnes qui vont regarder ça aussi pour un côté artistique. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a, c'est de la curiosité morbide. Il y en a pour lesquelles c'est vraiment pour la transgression. Il y a des personnes qui regardent ça sans vraiment savoir. Notamment quand les personnes qui regardent ça systématiquement avec d'autres gens. C'est souvent parce qu'elles se font entraîner dans le groupe. Donc elles se retrouvent un peu devant à se dire « Bon, d'accord, je ne sais pas trop ce que je fais là, mais bon, voilà, je vais vivre le truc ». Ça dépend vraiment de chaque personne. Les êtres humains étant très différents, c'est difficile de faire des généralités. Donc là, c'est plus des propositions. Mais voilà. Et puis, il y a vraiment une période de la vie où on est fasciné par tout ce qui est macabre. Donc je pense que voilà, ça répond à ça. Quand on regarde quand même la moyenne d'âge devant ces films-là, je pense que c'est quand même une période de la vie. C'est les périodes où il va y avoir, par exemple, les styles vestimentaires du type gothique. C'est ces périodes-là.
c'est quand même une fascination pour la mort, ça aussi. Donc voilà, je pense que ça reprend ça. Même dans les livres lus, il y a beaucoup de livres autour des vampires, autour des choses comme ça. Et ça aussi, en fait, les vampires, c'est quand même... Le sujet, c'est quand même la mort. On parle quand même d'êtres qui ne meurent jamais, qui sont immortels et qu'on ne pourra jamais tuer. Et donc, quand même, la mort, ça fait partie de l'histoire, quoi, systématiquement, parce qu'il va y avoir ce sujet du vieillissement et de la mort qui ne concerne pas forcément tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de raisons. Et chaque personne a ses raisons, mais ça, c'est peut-être quelques raisons parmi toutes celles qui sont possibles. Eh ben, merci beaucoup, Cléo. C'était un plaisir d'avoir pu parler avec vous de ce sujet, mais aussi d'avoir vu cet échange. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est la fin de cette deuxième chronique. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour la conclusion de ce podcast. Et oui, c'est l'avant-dernière chronique, ça sent la fin. Mais au moins, vous aurez appris des choses en notre compagnie. Bonne journée!